On devrait assister en 2026 à l'une des causes judiciaires les plus attendues et médiatisées de la dernière décennie. Les paramètres du procès civil qui oppose Jonathan Betté et sa famille à la Sûreté du Québec se précisent. Jonathan Betté va briser le silence. Son avocat est avec nous. Bonsoir, Maître Jesse Héroux. Bonsoir, Jonathan. C'est donc la toute première fois que votre client va livrer sa version des faits. D'abord, est-il obligé de le faire comme vous êtes le poursuivant ou vous auriez pu très bien faire votre preuve sans placer M. Betté dans la boîte des témoins? C'est-à-dire que la preuve aurait pu être faite autrement. Évidemment, ce n'est pas parce qu'il témoigne qu'il a à témoigner sur l'ensemble des faits du dossier. Ça a été difficile pour Jonathan de ne pas pouvoir s'exprimer publiquement. Là, on a une poursuite civile qui a été entreprise en 2016, mais son intention dans le cadre du procès, c'est de donner sa version des faits au complet, incluant en lien avec la collaboration dont il a fait preuve dans l'enquête depuis le tout début. Évidemment, à partir du moment où il est dans la boîte des témoins, la partie adverse aura aussi tout le loisir de le questionner à son tour. Est-ce que vous craignez qu'on tente de le piéger? Bien, c'est-à-dire qu'on tente de piéger M. Betté depuis très longtemps. Pour l'instant, ça n'a pas réussi. Moi, je ne suis pas craintif. On a entrepris cette poursuite-là il y a 6 ans et demi. Et chaque mois qui passe, chaque document qu'on nous communique, ça nous réconforte quant à nos chances de succès. Donc, non, je ne suis pas craintif. Il a été révélé aujourd'hui qu'aucun des 5 témoins que la police a interrogés n'a identifié formellement votre client. Donc, on présentait dans certains cas des photos et personne n'a dit « je le reconnais, c'est lui ». Comment se fait-il, Maître Héroux, dans ce cas-là, que la police a continué de le désigner comme principal suspect? Vous savez, il y a un concept qui s'appelle la vision tunnel. Donc, quand on s'entête, quand on met des œillères, qu'on regarde un dossier pour trouver de la preuve à l'égard d'une personne, puis qu'on ignore le reste, c'est souvent l'une des causes les plus importantes d'erreurs judiciaires. Là, on parle cette semaine beaucoup du dossier de M. Jolivet. Alors, vous me posez la question, comment se fait-il qu'ils se sont acharnés autant sur M. Betté? Je pense que c'est notre théorie de cause, que les policiers avaient une vision tunnel dans ce dossier-là. À partir du moment où, comme aujourd'hui, le procureur général fait des admissions et mentionne, bon, effectivement, personne n'a identifié formellement Jonathan Betté, à quel point, pour vous, ça, c'est un pas majeur dans vos revendications pour le juge? Pour nous, c'est énorme. Puis je vais être plus précis que vous, là, c'est-à-dire qu'il y a 5 témoins selon le document d'admission, puis je suis limité là, en raison d'enjeux de confidentialité, mais si on prend les admissions, il y a 5 personnes qui ont vu ou interagi le suspect, la personne qui est responsable de l'enlèvement de Cédrica Provencher. Parmi ces 5-là, il y en a 3 à qui on a fait passer des parades d'identification. Il y a un enfant qui a interagi directement avec le suspect, à qui on a fait passer une parade d'identification, mais la description que l'enfant donnait concordait tellement pas avec M. Betté qu'on ne s'est même pas donné la peine, dans la parade d'identification, d'inclure une photo de M. Betté. Pour les 2 autres témoins, qui ont vu le suspect, qui sont des adultes, donc qui ne sont pas des enfants. Dans la parade d'identification, on a inclus des photos de M. Betté, bien que les descriptions ne concordaient pas avec la description de M. Betté. Et ces 2 témoins-là, le résultat est négatif, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas choisi la photo de M. Betté comme étant la personne qu'ils ont aperçue la journée de l'enlèvement de Cédrica Provencher. Pour nous, c'est majeur. Il y a une chose que je cherche à comprendre depuis ce matin, et je suis content de vous avoir ce soir, Maître Héroux. Il y a 37 témoins qui seront entendus pour votre preuve à vous. On exclut celle du procureur. Parmi ceux-ci, il y a Luc Dionne, l'auteur d'une série fiction qui, on le sait, souvent liée donc au domaine policier. Et je comprends qu'il y a des choses qui seront révélées seulement à la cour, mais qu'est-ce qu'un témoin comme Luc Dionne peut apporter et quelle démonstration vous pouvez faire à partir du témoignage d'un auteur? Je n'ai pas l'intention de vous divulguer l'ensemble de ma stratégie, mais ce que je peux vous dire, c'est ce qui suit. C'est une procédure en diffamation. Alors, évidemment, il y a une partie de notre fardeau qui est de démontrer toute l'attention médiatique que ce dossier-là a eue. Comme vous le savez sans doute, la série District 31 incluait un protagoniste, donc une personne qui avait enlevé un enfant masculin, puis qui refusait de passer un test polygraphique. M. Dionne s'est exprimé publiquement à plusieurs reprises en indiquant que son scénario émanait notamment d'informations confidentielles qui lui avaient été données par des policiers. Puis une des fautes que l'on allègue dans notre procédure, c'est que les policiers ont systématiquement fait du coulage d'informations confidentielles dans le but de salir la réputation de M. Betté. C'est un procès dont on parlera énormément au cours de la prochaine année, si ça procède bien sûr en 2026. Et on aura l'occasion de s'en reparler. Merci d'avoir été avec nous ce soir, Maître Héroux. Merci pour l'invitation, Jonathan. Bonne soirée.